Bonjour. TV Wallonie a planté ses caméras aujourd'hui à la Convie en Soumagne. Nous sommes ici en présence de Sonia qui va nous expliquer la Convie et surtout l'événement du jour. Sonia, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, la Convie, c'est quoi? Alors, la Convie est une salle qui est principalement axée sur une série de conférences et d'organisations d'événements, particulièrement liés sur le développement personnel, mais on s'ouvre aussi à toute une série d'autres choses, notamment via les jeudis de la Convie. Chaque jeudi, il y a des conférences. Voilà, oui. Mais aujourd'hui, c'est une journée particulière, Sonia. Dites-nous en quoi consiste cette journée ici à la Convie. Voilà, alors la journée d'aujourd'hui et plutôt tout le week-end est axée en fait sur ce qu'on appelle les Coachings Days, c'est-à-dire le premier salon du coaching de la Wallonie. Et en fait, l'idée, c'est de transmettre, de faire connaître aux gens le métier que nous faisons, c'est-à-dire le coaching, et le coaching sous différentes formes, parce qu'il y a ici plusieurs intervenants liés à différents types de coaching et d'accompagnement. Donc, il y a des coachs scolaires, des coachs globaux, des coachs humanistes, des coachs diététiciens, il y a des coachs sportifs qui sont là pour répondre à vos questions. Et aussi, tous ces coachs sont aussi responsables d'écoles de formation, et donc, vous avez aussi la possibilité de voir comment vous pouvez vous former pour devenir coach. Donc tout à l'heure, nous aurons la possibilité, le plaisir de découvrir ces différents coachs qui vont nous expliquer leurs techniques et leurs spécificités. Mais je voudrais bien aussi, Sonia, présenter votre bébé, si je peux dire. Oui, tout à fait. Et donc, voici le premier livre de Sonia, Devenir coach, du rêve à la réalité. Un petit mot sur votre livre, Sonia ? Oui, c'est aussi, le livre a été fait à nouveau pour crédibiliser le métier. Il y a un axe d'où vient ce métier, comment il évolue, vers quoi va-t-on, comment se former au coaching, à quoi faut-il faire attention, en sachant que ce métier n'est pas légalisé. Il est donc hyper important de faire attention à la formation et surtout à la formation continuée dont on parle là-dedans. Et il y a aussi tout cet aspect qu'un coach est aussi un entrepreneur, un indépendant pour la plupart. Et donc, comment développer cette activité de coaching, ce qui est une problématique pour beaucoup de personnes. Donc ça, vous retrouverez tout ça dans le livre avec pas mal de témoignages et de toute une série de personnes, que ce soit du coaching privé ou du coaching professionnel en entreprise. Voilà. Eh bien, nous vous invitons à découvrir le livre de Sonia, Devenir coach, du rêve à la réalité. Bienvenue à la salle de la Convie, où on organise pour la première fois le salon du coaching. Ça s'est organisé également dans la région de Mons et ça s'organisera dans le Brabant wallon. Alors nous avons la chance ici d'avoir une belle palette de coachs professionnels, parce que le but de ces journées du coaching, c'était avant tout de mettre le métier de coach en évidence, c'est-à-dire de le crédibiliser, en sachant que ce métier n'est pas reconnu officiellement et légalement à l'heure actuelle en Belgique. Et l'idée, c'est de vous montrer le parcours de formation continuée que peut, et tout le parcours et comment dire, les compétences qu'il faut acquérir pour devenir coach. Alors les coachs qui sont ici, les coachs professionnels que vous allez entendre sur différentes thématiques récurrentes que nous entendons, vont vous parler de comment ils travaillent, et ils sont à la fois spécialisés dans une thématique bien précise et en même temps ils sont responsables d'écoles, donc ils forment eux-mêmes des professionnels. Marie Lacour, bonjour. Bonjour. Vous participez au Coaching Day ici à la Convie à Soumagne. Dites-nous quelle est votre spécialité et la façon dont vous soignez les gens. Alors, je suis coach de vie avec une formation de base en psychologie et je me suis spécialisée en aromathérapie pour soigner avec les huiles essentielles et en phytembryothérapie, c'est le soin avec les bourgeons des arbres. L'avantage de ces plantes est qu'elles agissent sur les 3 plans, sur le mental, sur le physique et sur l'émotionnel. Donc, c'est une vue un peu plus holistique de la personne. Et dites-moi, si je veux aller vous trouver, quel genre de problème est-ce que je peux ressentir et m'adresser à vous ? Tous les problèmes de la vie, ça peut être une séparation, un deuil, un changement professionnel, des problèmes de communication dans un couple, des problèmes de communication avec les adolescents, tout ce qu'on traverse au fil d'une même vie, un deuil, je l'ai déjà dit. Donc ça, c'est plutôt des problèmes psychologiques. Je veux dire, si j'avais des problèmes physiques, vous pouvez aussi m'aider ? Certains.
Je ne suis pas médecin, mais certains, un problème, trouble du sommeil, une fatigue chronique, certains problèmes de peau peuvent être bien soutenus par la Gémeaux. Donc il faudra de toute façon un avis médical, en plus du mien. Mais une fois que le diagnostic est posé, c'est beaucoup plus facile de pouvoir prescrire les plantes adéquates. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour. Vous participez aujourd'hui à ce Coaching Day ici à la Convie à Soumagne. Quelle est votre spécialité, Marie-Pierre, et comment soignez-vous les gens? Je travaille avec le coaching humaniste global et l'hypnothérapie. Et en quoi consiste justement cette hypnothérapie? Alors l'hypnothérapie, c'est l'utilisation d'un phénomène naturel qui est l'hypnose à des fins thérapeutiques ou à des fins de coaching. Donc avec l'hypnose, on est dans une pratique où on va vraiment mobiliser les ressources de la personne pour pouvoir atteindre des objectifs ou émerger de difficultés de vie. Quel genre de problème concret pourrais-je avoir pour aller vous trouver et utiliser cette technique de l'hypnose? Ils sont très très variés. Moi, je travaille beaucoup avec les personnes qui ont des difficultés au niveau, du travail, donc tout ce qui est relatif au bien-être travail, et tout ce qui est troubles alimentaires. Ça, ce sont deux piliers en fait de mon activité. Les personnes qui sont dans le fait de trop manger, dans la compulsion, dans la boulimie, tout ça fait partie de difficultés de vie qui sont très très fréquentes. Et donc, je travaille ça en hypnose, en coaching humaniste global, avec ces deux outils conjoints. Maintenant, quant à la nature des demandes, ici je vous ai donné deux exemples, mais c'est beaucoup aussi tout ce qui a trait au stress, à la confiance en soi. Et en hypnose, on va justement pouvoir retrouver la confiance en soi, parce que c'est un travail qui mobilise la personne, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. On a parfois des représentations de l'hypnose où la personne est plutôt passive. En fait, c'est exactement l'inverse. La personne se met au travail, elle mobilise ses ressources intérieures. Et à partir de ça, on retrouve la confiance en soi. Et concrètement, si j'avais ce type de problème, combien de séances vous préconisez pour atteindre un objectif positif? Alors, le nombre de séances, on ne sait vraiment pas le prévoir à l'avance. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est qu'on va travailler sur le présent et sur le futur. Donc, chaque séance, elle est conçue pour que la personne puisse avancer, puisse se sentir mieux dans le présent et puisse reprendre confiance en elle quant à sa façon de pouvoir aller mieux et de pouvoir avancer. Donc ce sont des outils vraiment d'autonomie. Et une fois qu'on sent ce déclic et qu'on acquiert cette autonomie, c'est vraiment un booster au niveau de la confiance en soi. Stéphanie, bonjour. Bonjour Marie-Jeanne. Vous êtes coach à Happy Coach. En quoi consiste cette spécialité avec un nom aussi prometteur, Happy Bonheur? Donc, parce que pour moi, le bonheur est vraiment essentiel et j'accompagne les jeunes et les adultes vers plus d'épanouissement, donc que ce soit au niveau personnel, scolaire ou professionnel. Donc, je propose des formations, des ateliers ou des services pour les aider à devenir créateurs de leur bonheur. Et concrètement, ça se passe comment ces séances? C'est uniquement verbal ou vous utilisez d'autres techniques? J'utilise différentes approches et différents outils, notamment la pleine conscience pour permettre vraiment de s'installer dans le moment présent et d'être plus serein. J'utilise aussi des outils issus de la psychologie positive, ainsi que des outils de coaching, donc pour accompagner mes clients, que ce soit les jeunes ou les adultes. Et in fine, pour aboutir justement à ce bonheur, si je viens chez vous, vous devez déterminer le type de problème, je dois exprimer ces problèmes. Comment ça se passe concrètement? Alors si c'est lors de séances individuelles, donc si c'est pour un accompagnement en coaching, on établit d'abord avec la personne par rapport à ses objectifs si le coaching est approprié. Et on voit aussi en premier lieu si la personne est suffisamment en forme pour pouvoir être suivie lors des séances de coaching. Sinon, alors je renvoie vers des partenaires, par exemple pour des personnes qui ont besoin d'un accompagnement différent. Il y a des problèmes peut-être plus profonds. Donc ici, c'est vraiment axé sur
sur des outils pour le futur, donc des outils de coaching. Donc il faut d'abord que je vérifie si l'objectif correspond et le coaching est adapté à l'objectif de la personne. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec des psychologues ou des psychiatres, ou est-ce que vous envoyez ces personnes parfois chez des spécialistes pour qui ce serait peut-être nécessaire vu le problème de la personne? Oui, donc voilà, c'est ça. Avec la personne, lors de la première séance, on fait un bilan. Donc on voit un petit peu dans les différentes sphères de vie de la personne comment ça se passe. Et ensemble, si c'est nécessaire, alors donc on décide ou d'avoir un accompagnement en parallèle d'un spécialiste, que ce soit un psychologue. Pour les jeunes, ça peut être un logopède, par exemple. Et alors, une fois que la personne est d'accord, si c'est nécessaire, évidemment, cet accompagnement complémentaire, alors là, je renvoie vers des collègues avec qui je suis en contact. Et au niveau des écoles, vous allez dans les écoles, vous êtes en contact avec les enseignants, comment ça se passe? Alors là, j'ai différentes casquettes par rapport aux écoles. Donc moi, en fait, je suis enseignante à la base. Donc je suis coach scolaire. Je suis coach scolaire dans une école privée, donc une école secondaire privée, où là, j'accompagne les élèves donc dans des ateliers de développement personnel. Donc c'est vraiment du coaching pour qu'ils soient plus épanouis, qu'ils apprennent à définir leurs rêves, à atteindre leurs objectifs. Et sinon, au niveau des enseignants, là, je donne des formations pour les enseignants, donc soit au sein d'une école de coaching, soit alors dans les formations continues qui sont proposées par différents organismes de formation. Donc c'est vous êtes polyvalente. Oui, j'ai beaucoup de casquettes et ça me rend très heureuse d'avoir ces différentes casquettes, mais qui ont toutes le fil rouge d'accompagner les gens vers plus de bonheur. Bonjour Justine. Bonjour Marie-Jeanne. Alors aujourd'hui, ce Coaching Day, vous proposez quelque chose que je trouve ça très intéressant. Votre slogan, c'est « Je ne suis pas au régime, je change de mode de vie ». Dites-nous en quoi consiste votre coaching. Oui, alors on s'est rendu compte il y a quelques années que les femmes détestent prendre du poids, mais ce qu'elles détestent par-dessus tout, c'est faire régime. Bien sûr. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Donc voilà pourquoi on a décidé de créer Nutrition Coach. Donc Nutrition Coach, c'est un concept de rééquilibrage alimentaire. Donc j'insiste vraiment sur le terme de rééquilibrage alimentaire parce qu'on va bannir les régimes, on va bannir les frustrations, on va rééquilibrer l'alimentation en indiquant quels sont les aliments à manger au bon moment et surtout en continuant à se faire plaisir. Alors, il y a 36 sortes de régimes, on est envahi par les méthodes. En quoi votre méthode est différente de celle qu'on nous propose tous les jours? Et particulièrement avant les vacances, puisqu'il faut se mettre en maillot, quoi. Voilà. Alors, notre méthode est différente parce que justement, on insiste sur le fait qu'il ne faut pas faire de régime, il ne faut pas s'interdire de manger des aliments, bien au contraire. Il faut s'écouter, il faut continuer à manger des aliments qui nous font plaisir, il faut continuer à aller au restaurant, à avoir une vie sociale. Il faut continuer à manger du chocolat si on a envie de manger du chocolat. Mais simplement, il faut rééquilibrer l'alimentation en mangeant les bons aliments au bon moment, en n'ayant pas faim, en ne se sentant pas frustré, ce qui va éviter bien sûr de craquer par la suite. Et justement, vous dites, on peut manger du chocolat. Mais comment est-ce que je peux éviter de finir la barre de chocolat ? Alors, il y a plusieurs solutions. Alors, la première, c'est de manger en bonne quantité au repas. Parce que forcément, si on a bien mangé auparavant, on n'aura plus envie de manger toute la tablette de chocolat. Et la deuxième chose aussi, et ce qui est important dans le concept de Nutrition Coach, c'est que au-delà du rééquilibrage alimentaire, il y a aussi tout un accompagnement de la personne. Et souvent, lorsqu'on finit la tablette de chocolat, c'est souvent parce qu'on mange par émotion. Et c'est là que nous aussi, on intervient en tant que coach, parce qu'on va aider les gens à gérer aussi leurs émotions pour qu'elles n'aient plus envie de finir la plaque de chocolat, en fait. Vous travaillez sur le mental d'abord. Oui, voilà, on travaille sur le mental, on travaille sur l'accompagnement, on travaille sur le fait de redonner confiance aux gens. Il faut qu'ils aient confiance en eux, il faut qu'ils se sentent capables, il faut qu'ils se sentent bien dans leur vie. Donc on va aussi bien sûr les inciter à bouger, c'est très important, pour que en fait, l'équilibre soit autant dans l'assiette que dans leur vie, en fait. Et alors, tous ces conseils, vous les donnez ici, dans NutriBox. On montre ça à la caméra. Où vous donnez quoi, Justine, dans ce livre que vous venez d'éditer ?
Donc en fait, j'ai vraiment à cœur de proposer aux gens des recettes qui sont saines, mais qui sont aussi savoureuses. Parce que les gens se disent « Oh là là, je vais devoir faire attention à ce que je mange, je vais devoir arrêter de mettre de la sauce, je vais devoir arrêter de manger des petits gâteaux par exemple ». Eh bien non, moi ce que j'avais envie à travers ces livres, c'est de montrer qu'on peut continuer à manger de tout, tout en veillant à la qualité de ce qu'on va utiliser dans les recettes et montrer aussi que manger, c'est se faire plaisir. Voilà, se faire plaisir. Eh bien, Justine vous propose son NutriBox pour vous faire plaisir, pour bien manger et pour rester mince. Oui, voilà, rester mince et surtout rester en bonne santé, très important. Nadia, bonjour. Bonjour. Alors, Nadia, vous êtes sophrologue à la base, coach scolaire, coach tout court. Dites-nous comment vous soignez les gens. Alors moi j'utilise en fait différentes approches pour atteindre l'objectif désiré de la personne. Donc que ce soit un jeune ou un adulte qui viennent par exemple pour des problématiques de stress, j'utilise d'une part le coaching pour identifier l'objectif et puis lever certains freins aussi parfois. Et d'un autre côté, je suis sophrologue caïcédienne, donc la sophrologie est vraiment un outil thérapeutique vraiment merveilleux. Et donc je l'utilise en séance réelle par rapport à l'objectif de la personne. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser au niveau technique la sophrologie pour les gens qui ne connaissent pas bien, ça consiste en quoi exactement? Est-ce que c'est apprendre à respirer? Est-ce que c'est quoi exactement? Alors il me faudrait plusieurs séances. Oui, pour vous expliquer vraiment. Mais globalement. Mais de manière résumée, je dirais que la sophrologie, c'est une méthode qui travaille à la fois le corps et l'esprit. Ça se passe de manière assez simple, donc c'est une guidance vocale, les yeux fermés, assis, parfois couchés, parfois debout. On va diminuer le niveau de veille de la personne pour se placer juste au-dessus du sommeil. Et dans cette zone particulière, on peut travailler différentes choses. Comme par exemple, on peut se projeter par exemple dans l'avenir pour réduire l'anxiété face à un événement qui pourrait être anxiogène. C'est juste un exemple parmi d'autres, mais la sophrologie, c'est vraiment une approche qui est vraiment très très large et qui peut, de manière pratique, permettre à la personne de faire des changements plus profonds, je dirais, plus intérieurs. Donc, en fait, c'est une prise de conscience d'abord de son problème. Alors, il y a des prises de conscience au niveau corporel, puis des prises de conscience au niveau, problématique, etc. Et je pense que le mot prise de conscience, c'est vraiment un bon terme parce que la sophrologie, c'est l'étude de la conscience en équilibre. Et donc, voilà, c'est vrai qu'on passe aussi parfois par des prises de conscience. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important, le côté conscience. Et si je vais vous trouver, si j'ai un problème, vous avez identifié mon problème, combien de temps faudra-t-il, ou combien de séances plutôt, pour que j'aille mieux? Alors, ça va vraiment dépendre d'un cas à l'autre et d'un objectif à l'autre. De manière, je dirais, générale, certaines personnes peuvent atteindre leur objectif en 3 séances, par exemple. Ça m'est déjà arrivé en une aussi d'avoir un déclic et donc la personne peut continuer son chemin toute seule. Ça va parfois jusqu'à 10 séances, mais mon objectif, c'est vraiment d'aider la personne à devenir autonome. Donc l'objectif n'est pas de l'accompagner tout le temps, mais de lui donner justement l'autonomie de trouver elle-même ses propres solutions. Donc des outils qui la concernent. Des outils au niveau du coaching, des outils au niveau de la sophrologie, vraiment pour l'aider au quotidien à solutionner elle-même à l'avenir les problématiques qu'elle rencontre. Bruno, bonjour. Bonjour. Alors, tu participes aujourd'hui à ce Coaching Day. Dis-nous quelle est ta formation, quelle est ta spécialité et comment tu aides les gens. Donc moi j'ai une formation de personal trainer. Personal trainer, c'est vraiment pouvoir répondre à l'objectif des gens, donc les amener à un objectif qu'ils se sont donné en termes de santé, en termes de mieux-être, en termes de performance aussi, pourquoi pas. Mon rôle en tant que personal trainer, et je préfère personal trainer plutôt que coach sportif. Quelle est la différence? Elle est très simple, c'est que le coach sportif très souvent est synonyme de performance. Le personal trainer, je suis dans une philosophie où on est plus dans la santé, dans la forme et le bien-être. Et rien que quand on entend ça, c'est beaucoup plus doux que le mot performance. Et aujourd'hui, bon nombre de gens sont plus attirés vers la santé, la forme et le bien-être plutôt que vers la performance, justement.
Donc, le bien-être, mais tu parles du physique et du mental, tu privilégies l'un par rapport à l'autre, ou bien tu avances en parallèle sur les deux parties, les deux formes? Alors c'est une très très bonne question. Il y a des gens qui font du coaching en développement personnel et généralement un coach en développement personnel il va essayer d'intégrer, en tout cas faire prendre conscience à la personne que si elle pratique un sport, elle va aussi se sentir mieux mentalement. Moi, mon rôle, j'attaque la tête, mais en commençant par le physique. Donc, moi, la démarche de changement, elle est d'abord dans le physique, parce que ce sont des gens qui ont besoin de bouger, qui prennent conscience qu'à un moment donné de leur vie, ils ne prennent plus de temps pour eux, qui étaient sportifs avant, qui ont pris du poids maintenant, etc., etc. C'est un public très éclectique, mais très souvent, une des excuses principales que les gens se mettent dans la tête, c'est le manque de temps. Donc mon but, c'est d'optimaliser le temps. Et pour ça, j'ai créé une équipe de coachs sur la France, la Belgique et Luxembourg. On est plus ou moins 60 coachs et on se déplace à domicile. Donc on optimalise le temps. La personne ne doit plus venir vers la salle de remise en forme. C'est nous qui allons pour offrir la remise en forme. Et donc si je t'invite chez moi, tu vas me faire un programme physique, le sport que je devrais faire? Voilà, c'est ça. On y arrive à ta première question, enfin une des premières, c'est qu'on va commencer par le physique, mais inévitablement, ça aura un impact sur le mental. Donc, ce n'est pas du sport pour du sport, il y a une intention derrière d'aller chercher un mieux-être global qui est l'ensemble du corps. La tête n'est pas séparée du cœur et vice-versa. Et donc, pour moi, le travail est global et nécessaire. Et alors, est-ce qu'il y a différentes parties dans la thérapie que tu proposes? Est-ce qu'une fois que la personne a dit oui, c'est ça que je dois faire, tu l'aides à organiser son temps pour pouvoir prendre du temps pour elle-même? C'est un peu ça le concept. C'est ça le concept. Après, le but derrière, c'est de bien prendre conscience que les gens aujourd'hui, ce qu'on leur apporte le plus, c'est la motivation en clair. La motivation, c'est vraiment l'implication et surtout la prise de conscience. Donc moi, je ne travaille pas de manière prescriptive, je travaille de manière descriptive. Parce que quand on explique aux gens pourquoi il faut le faire, qu'est-ce qui se passe, quels bénéfices vont-ils en retirer, eh bien forcément que quand on conscientise les choses, on est beaucoup plus impliqué dans son changement. Donc on va dire conscientisation d'abord. Exact. Voilà. Le pourquoi. Le pourquoi. Oui, c'est chercher le pourquoi et puis on parle du comment. Eh bien, voilà un beau programme. Donc, consultation à domicile. Donc. Oui, tout à fait, c'est ça. Est-ce que tu as aussi un endroit où les gens peuvent faire ça? Et oui, ma question aussi, c'est est-ce qu'on peut faire ça à plusieurs ou c'est vraiment individuel? Alors, vraiment, dans la philosophie de Body Concept Training, au niveau de notre core business, c'est vraiment du one-to-one. Mais on reste bien entendu ouvert aux tendances du marché. Et c'est vrai qu'il y a aussi des mini-cours collectifs qu'on appelle plutôt alors des small group training de maximum 6-8 personnes pour avoir un encadrement plutôt fun, pour avoir un côté aussi social. Maintenant, moi personnellement, donc là je parle des autres coachs, c'est vrai qu'au sein de Body Concept Training, on a du Pilates en groupe, mais en one-to-one. On a du team building en entreprise. Là, on intervient aussi beaucoup en entreprise sur le lien, en fait. Hein. Et puis, on a du personal training et on a du bootcamp. On a différentes activités. Mais par rapport à moi-même, je ne fais que du one-to-one parce que je ne peux pas mieux vraiment cerner une personne quand elle est seule et lui apporter le maximum de bénéfices. C'est en prenant tous ces critères antécédents aussi, qu'ils soient physiques, médicaux, sportifs. Et donc, il est important d'avoir vraiment tout le passé de la personne pour pouvoir l'amener à une démarche de changement qui la considère elle-même en tant que personne. Voilà. Nathalie Pétiot, bonjour. Bonjour. Alors, je lis sur votre carte Coaching Sérénité. Dites-nous votre spécialité et ce que vous allez nous présenter aujourd'hui dans cette convie qui présente différents types de coachs et différentes techniques. Quelle est la vôtre ? Alors, moi, je suis coach à la base, évidemment, formée par l'école de coaching de WinCoach, Sonia, mais je suis aussi équi-coach, c'est-à-dire que je fais du coaching assisté par le cheval. Ça veut dire qu'il faut avoir un cheval pour aller chez vous ? Pas du tout. Donc, en fait, notre centre, Coaching Sérénité, dispose de salles et d'une écurie privée qui nous permet, avec nos propres chevaux qui vivent en troupeau, d'effectuer des coachings
et de l'équi-coaching, surtout avec les personnes qui le souhaitent. Et pour choisir un équi-coaching, quels sont les critères? Comment je peux savoir, moi, si j'ai besoin de ce type de coaching? Alors, le coaching et l'équi-coaching ne sont pas fondamentalement différents. Ce qui différencie l'un de l'autre, c'est que l'équi-coaching, nous sommes deux coachs, c'est-à-dire le cheval et moi, nous sommes en co-coaching par rapport au coaché. L'équi-coaching permet également d'aller plus rapidement au cœur du problème parce que le cheval, ayant un effet miroir des émotions du coaché, renvoie plus rapidement le ressenti du coaché. Et donc, grâce à l'analyse que je peux faire de l'attitude du cheval et au ressenti du coaché, ça permet au coaché d'avancer plus vite sur sa thématique. Donc, ça veut dire que vous observez la réaction du cheval lorsque vous avez une personne qui demande ce type de coaching? C'est ça. Donc en fait, c'est principalement basé sur l'observation du cheval. On propose également au coaché des exercices avec le cheval que le coaché réalise plus ou moins facilement et en fonction des ressentis du coaché et des réactions du cheval. Réactions qui sont toujours des réactions évidemment posées. On n'a pas de grandes réactions excessives, c'est vraiment pas le but. Mais ça nous permet évidemment d'avancer sur la thématique de par le questionnement et l'observation des réactions et du ressenti du coaché. Voilà, oui. Eh bien, nous connaissions l'homme qui parlait à l'oreille des chevaux. Maintenant, on connaît la femme qui parlait à l'oreille des chevaux. Alors oui, effectivement, mais je n'aurais pas cette prétention de murmurer à l'oreille des chevaux, mais c'est clair que c'est une relation vraie qui doit être basée sur l'épanouissement du cheval et en fait c'est une réelle collaboration avec le cheval. Moi, quand j'arrive dans mon troupeau et que le coaché m'accompagne, mes chevaux arrivent volontiers face au coaché et sont prêts à travailler réellement. Enfin, je dis travailler parce que pour eux, c'est comme ça qu'on leur présente la chose, mais ils sont prêts à venir et c'est eux qui viennent spontanément. D'ailleurs, si un cheval ne se présente pas au coaché, en général, libre choix au coaché, mais généralement le coaché ne le choisit pas, c'est que le cheval n'a pas envie à ce moment-là de partager ce moment-là avec le coaché. Et vous faites quoi alors à ce moment-là? Alors, comme il y a d'autres chevaux, le coaché choisit un autre cheval dans le troupeau, sans problème. Eh bien, je vous souhaite une belle journée ici à la Convie, à la présentation de votre particularité en tant que coach. Merci beaucoup et merci à vous en tout cas. Nous sommes toujours à la salle de Convie et nous allons découvrir maintenant les différents coachs en situation avec des problèmes concrets et précis et la façon dont ils vont essayer de faire face à ces différentes situations. Première thématique récurrente qui sera le stress en fait. Donc voilà Nadia, un coaché arrive et te dit qu'il est stressé. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Ça va un petit peu dépendre de la problématique, évidemment. Donc le coaching, ça consiste vraiment à déterminer l'objectif de la personne, tout d'abord, et de travailler justement à cet objectif précis. Dans mon approche, moi, j'utilise trois outils, en tout cas, évidemment le coaching, ensuite la sophrologie et encore une autre approche qui s'appelle l'approche neurocognitive et comportementale. Le but, c'est de travailler à la fois le corps et l'esprit pour pouvoir vraiment gérer le stress. Pour la seconde thématique, Marie, quelqu'un vient te voir et te dit qu'il est fatigué et qu'il n'a pas d'énergie. Voilà. Comment est-ce que tu vas gérer cette situation? Alors, je vais d'abord interroger la situation de vie de la personne, quel est son rythme de vie professionnel, quel est son rythme de vie dans la famille, son sommeil, quelle est sa nutrition simplement. Et selon ça, je pourrais d'abord avoir un débat avec elle sur la manière dont elle gère tous ses postes, mais également lui proposer des plantes qui sont toniques et qui agissent aussi sur le physique, le mental et l'émotionnel. Pour la prochaine thématique, Marie-Pierre, la personne arrive avec une problématique, un manque de confiance en elle. Elle se demande quelle valeur elle peut se donner à elle-même. Voilà. Comment est-ce que tu réagis face à ça? Alors, lorsqu'une personne démarche en coaching avec un questionnement au niveau de la confiance en soi, bien, il faut se dire que c'est très fréquent que la question ne soit pas abordée comme ça, mais plutôt avec
une autre thématique. Donc moi je travaille beaucoup les troubles alimentaires, la gestion du poids. Donc il est très fréquent qu'une personne vienne et se dit mais j'ai besoin de perdre du poids et je vais avoir davantage de confiance en moi. Et en fait, ça, c'est le miroir aux alouettes, c'est vraiment la grosse illusion. Et donc, ce qu'on va travailler, c'est en fait ce qui est sous-jacent à cette image de soi et permettre justement de mettre en évidence les valeurs de la personne, c'est-à-dire ce qui est important pour elle, et aussi l'aider à se mettre en valeur. Donc moi j'aime bien ce mot valeur qui peut être utilisé dans ces deux cas-là. Travailler sur la valeur qu'on se donne, c'est un des piliers d'intervention en coaching, c'est sortir aussi de ce qu'on appelle une référence externe, c'est-à-dire attendre des autres qu'ils nous disent ce qu'on vaut. Un travail en coaching, c'est retrouver la confiance en soi, c'est mettre en évidence la valeur qu'on a et on va la travailler pour la booster et aider la personne à davantage d'autonomie. Donc souvent, il y a des prétextes en fait qui sont là, qui initient la démarche en coaching, mais la vraie question, elle est là. C'est comment est-ce que je me fais confiance et quelle est la valeur, les valeurs que je me donne. Pour travailler ça, ce sont des outils de coaching humaniste global et l'hypnose, c'est l'hypnothérapie qui est un outil vraiment très très puissant pour connaître ses ressources et pour mettre en évidence ses valeurs, pour retrouver confiance en soi. Donc sur cette thématique de la confiance en soi, finalement, thématique qui est très importante, très présente en coaching, on va aussi interroger Bruno sur cette thématique. Ben, sur la confiance en soi, en fait, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que parfois il y a un amalgame qui est fait entre la confiance en soi et il y a souvent un autre critère qu'on oublie, c'est le courage. Et la confiance en soi, à mon sens, ça n'engage que moi, elle arrive très souvent avec l'expérience. Et c'est quand j'ai déjà sauté à l'élastique que j'ai envie de le refaire parce que je sais ce que ça fait et que c'était génial, ou pas d'ailleurs. Mais très souvent, c'est comme ça que la confiance arrive. Or, la première fois où je suis sur la planche et où on m'accroche l'élastique, j'ai bien plus, à mon sens, besoin de courage que de confiance. En tout cas, en moi. Et donc, cette notion de courage, à mon sens, elle est souvent oubliée, notamment par exemple dans des indépendants qui veulent se lancer ou qui sont salariés et qui veulent passer le cap. Hein, on est dans le coaching justement, donc j'en parle. C'est passer au-dessus de ces craintes, de ces peurs, de ces angoisses, de se dire mais qu'est-ce qui m'arrive si ça marche pas? À ce moment-là, on n'a pas vraiment besoin nécessairement de confiance, on a aussi besoin de courage pour avoir la force de se lancer. Et la confiance, elle vient tout simplement. Plein de gens font une nouvelle chose, ils sont vraiment effrayés la toute première fois qu'ils vont le faire, et après la xème fois, ils vont faire cette chose comme s'ils allaient chez le boulanger chercher un pain. Et donc sans aucun stress, avec une habitude, vraiment très 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 à l'aise. Et donc c'est bien de courage qu'il s'agit à ce moment-là, dans la première étape, dans la première démarche, c'est oser se lancer. Et pour oser se lancer, souvent, eh bien, on a besoin de l'entourage. On fait, à mon sens, encore une fois, on fait peu de choses seul. Donc il faut se rendre compte aussi que l'entourage participe à notre construction, à notre évolution. Et c'est ça, en fait, qui donne aussi une grande partie de confiance, à mon sens. On va écouter maintenant Sonia sur cette thématique de la confiance en soi. Oui, c'est une thématique qui est très souvent amenée, la confiance en soi. Et ce qui est intéressant de travailler au niveau de la confiance en soi, c'est de se rendre compte quelles sont les situations très spécifiques dans lesquelles je n'ai pas confiance en moi. On peut remarquer par exemple que certaines personnes vont dire « je n'ai pas confiance en moi » et en travaillant comme un effet entonnoir, on se rend compte que c'est dans certaines situations et voire avec telle personne. Par exemple, le manque de confiance en soi peut devenir comme objectif pouvoir communiquer des choses clairement à mon supérieur hiérarchique par exemple. Donc on change d'objectif, ce n'est pas une question de confiance en soi, c'est une question vraiment de communiquer avec un supérieur. Donc il y a vraiment à affiner cette thématique sur quels sont les moments spécifiques et avec quelles personnes spécifiques. Et là, on a déjà beaucoup avancé dans la thématique. Voilà. Alors Stéphanie, je n'arrive pas à faire un choix, je n'arrive pas à passer à l'action.
voilà, j'arrive avec cette thématique-là, comment est-ce que tu réagis? Donc c'est vrai que pas mal de personnes arrivent en coaching avec cette problématique, donc prendre une décision, faire un choix. Donc il faut savoir que beaucoup de personnes sont dans l'inconfort par rapport à ça, au fait de faire un choix. Faire un choix, c'est renoncer à certaines choses, c'est dire oui à d'autres choses. Et c'est vrai qu'on a tendance souvent à plutôt se placer en spectateur de sa vie et à ne pas toujours poser des choix qui nous semblent inconfortables. Alors qu'en fait, une fois que le choix est posé, on peut vraiment, justement, par rapport à la thématique qu'on a abordée avant, développer la confiance en soi, déployer ses ailes, développer son potentiel, se sentir beaucoup plus épanoui. Donc, par contre, c'est important de vérifier lors du coaching que pour pouvoir prendre une décision, faire un choix, que la personne ait suffisamment d'énergie, parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est la première chose qu'on vérifie dans le cadre du coaching. Est-ce que les batteries de la personne sont suffisamment rechargées pour qu'elle puisse poser un choix qui va lui être bénéfique? Si ce n'est pas le cas, on fait d'abord un travail pour permettre à la personne de prendre soin d'elle, de recharger les batteries dans les différentes sphères de sa vie. Et après seulement, on peut aider la personne à se mettre en action et donc à devenir là pleinement actrice de sa vie en posant des choix et en passant à l'action. Donc passer à l'action, c'est vraiment ce qui nous permet d'accéder à l'épanouissement et au bonheur. Donc c'est important en effet de pouvoir prendre des choix, mais pour ça, il y a parfois un travail à faire au préalable. Sur cette thématique du passage à l'acte, nous allons maintenant écouter Nadia. Merci Jérémy. Oui, donc ce que je voulais ajouter à ce que Stéphanie vient d'expliquer, c'est que faire un choix, c'est, comme elle l'a dit très justement, c'est renoncer. Et renoncer, c'est parfois, ça peut parfois générer des peurs. Et il faut savoir que on fonctionne dans nos décisions avec deux parties du cerveau. La première, qui est le préfrontal, qui est la partie du cerveau qui est capable de prendre des décisions. Et puis, ce qui nous embête parfois dans nos choix, c'est cette partie plus émotionnelle. C'est tout ce qui peut faire de nous, je dirais, des personnes qui ont été éduquées et qui vont fonctionner suivant un certain mode de fonctionnement appris. Et donc, quand on a parfois à faire un choix, on doit parfois dépasser certaines peurs. Et donc parfois dans la thématique du choix, il faut aussi travailler la notion de j'ai peur, de quoi qu'est-ce que je risque au fond. Et donc faire un choix, c'est aussi, dans la façon dont moi je l'aborde, c'est aussi pouvoir passer dans le préfrontal, sortir de ce système de croyance qui fait que parfois on reste sur place parce qu'on croit qu'on n'a pas le droit, on croit qu'on n'a pas les capacités, on croit que la famille ne va pas être d'accord. Bref, il y a tout un tas de paramètres autour du choix qu'il faut d'abord travailler avant de pouvoir vraiment décider pleinement. Et une autre chose aussi, c'est que quels sont les critères par rapport auxquels je fais mon choix. Si on fait un choix qui est orienté vers faire plaisir à l'autre, faire ce que l'autre attend de moi, ce ne sera pas un choix qui sera vraiment aligné avec nous-mêmes. Et donc, dans les critères de comment faire un choix, je dirais qu'il y a aussi la notion de bien se connaître et de savoir finalement qu'est-ce qui nous convient vraiment. Et ça, c'est une question aussi d'apprentissage. Et tout au cours de la vie, on fait des choix, des bons et des moins bons. Et ces choix nous en apprennent aussi sur nous. Donc, faire un choix, c'est parfois aussi un parcours de vie, et suivant l'âge que l'on a, et bien évidemment le choix n'est pas aussi évident. Ce qui compte surtout pour moi, c'est qu'est-ce que je fais après mon choix, qu'est-ce que j'en tire et comment j'évolue par après pour la suite. Voilà. Sonia, sur cette thématique du choix. Oui, je voudrais juste ajouter par rapport à cette thématique de choix que finalement un choix c'est une expérience, et je compare souvent le choix à se retrouver dans un carrefour. Parce que c'est bien finalement un carrefour, ça veut dire qu'on a plusieurs choix. Et donc quand bien même on ne prendrait pas la bonne route, quand bien même on arriverait dans une impasse, on peut faire demi-tour. Et le chemin qu'on a fait, ce n'est pas nécessairement un mauvais chemin, parce qu'on a peut-être rencontré certaines personnes, on a peut-être rencontré et vu et observé de beaux paysages. Et donc un choix, c'est une étape, mais qui peut être complétée par des étapes par la suite. Stéphanie, tu as quelque chose à ajouter? Oui, donc par rapport au fait de prendre un choix, ce qui est compliqué souvent, c'est que ça demande de sortir, entre guillemets, de sa zone de confort. Moi, je préfère l'expression plutôt d'élargir sa zone de confort.
Et c'est ça souvent qui rend le choix, la prise de décision difficile. Parce qu'on préfère rester, chez pas mal de personnes, on préfère rester dans une zone de confort, même si elle n'est pas toujours si confortable, plutôt que de prendre une décision, de faire un choix. Et là, ça permet par contre d'élargir sa zone de confort et c'est là vraiment qu'on va pouvoir apprendre. Mais c'est souvent cette sortie, entre guillemets, de zone de confort qui fait peur dans la prise de décision ou dans le fait de poser un choix. Merci beaucoup Stéphanie. Donc nous allons à présent écouter Bruno sur cette thématique du choix. Ce que je voulais ajouter à ce qu'on vient d'entendre, c'est que très souvent, quand on doit faire un choix aussi important, nous semble-t-il, on fait référence et on interpelle beaucoup notre entourage. Je parle beaucoup d'entourage, moi, mais parce que ça fait partie de la vie, évidemment. Et donc, on est très souvent conseillé, bien ou pas, on ne le sait pas, mais très souvent, on est à l'écoute des autres quand on doit faire un choix. Et comme nous sommes aujourd'hui avec différents coachs professionnels, eh bien, c'est important de se faire encadrer par un professionnel parce que quand on doit faire un choix, la première chose à aller chercher, c'est le pourquoi. Le pourquoi on a envie de faire ce choix, enfin en tout cas d'arriver au but. Et donc c'est quelle est ta raison de choisir A ou B, que recherches-tu vraiment, et se faire accompagner, se faire aider par un professionnel, ça ouvre le champ de vision complètement. Ça nous permet de préciser, de cibler le but concret pour lequel on veut vraiment aller à ce point A. Et en fait, vous savez, je fais souvent un parallèle avec une image très simple. Quand vous partez en voyage, en vacances, c'est très marrant parce que là, le choix se fait beaucoup plus facilement, j'ai envie de dire. On choisit un pays, on sait pourquoi on va dans ce pays, que ce soit pour la météo, pour le décor, pour le paysage ou autre, pour la nourriture aussi, pour les bons vins, pour d'autres. Donc on sait pourquoi on va aller dans ce pays. Et si on y va en voiture, eh bien on met la destination finale. Et c'est quand on y programme la destination finale qu'on regarde seulement les étapes par lesquelles on va passer. Donc il est beaucoup plus facile de déterminer le pourquoi. Et quand on a le pourquoi, eh bien la question du comment, elle se met en place et on y va step by step. Merci beaucoup Bruno pour ton intervention. Nous allons à présent changer de thématique avec Justine. Justine, comment est-ce que tu réagis quand il y a une personne qui vient te trouver et qui se sent mal dans son corps ? Alors quand une personne vient nous voir, nous en tant que coach en nutrition, quand ils se sentent mal dans leur corps, donc bien sûr on va essayer de comprendre pourquoi. Alors est-ce qu'il s'agit d'une situation de surpoids ou est-ce qu'au contraire ça va être une situation où on veut prendre du poids ? Donc on va déjà prendre le temps de s'intéresser vraiment au pourquoi la personne vient nous voir. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé ça, on va bien sûr parler alimentation, parler nutrition. On va s'intéresser à la personne, on va comprendre comment elle s'alimente actuellement. On va lui poser toutes sortes de questions et ensuite, on va vraiment l'accompagner. Donc, nous, dans le coaching en nutrition, bien sûr, on a le mot nutrition, donc c'est très important. On va lui donner des outils, on va lui donner des billes, vraiment, on va lui indiquer comment manger les bons aliments au bon moment, mais on va aussi, et c'est très important, l'accompagner pour qu'elle se sente rassurée. Et ça, c'est très important pour qu'elle ne se sente pas en échec, qu'elle ne se sente pas dévalorisée. Donc, on va travailler beaucoup sur la confiance en soi. On va travailler sur l'image positive qu'elle peut avoir aussi d'elle-même, et ça, c'est très important. Donc vraiment, le coaching en nutrition, c'est vraiment c'est large parce qu'on va vraiment s'intéresser à la personne en globalité. Et ça fait vraiment partie de la réussite, en fait, quand on entame un rééquilibrage alimentaire. Nous allons à présent répondre à la question, tiens, finalement, le coaching, est-ce que ça marche toujours ? Alors, nous allons commencer par Marie-Pierre. Est-ce que le coaching, ça marche toujours ? Alors Jérémy, c'est une excellente question et je tiens à te décevoir tout de suite. Le coaching, ça ne marche pas toujours. Parce qu'il y a différents types de coaching. Le coaching qui fonctionne, c'est le coaching qui pose les bonnes questions. Alors si on se dit, le coaching, c'est la capacité à atteindre un objectif, eh bien déjà, il y a quelque chose qui est à préciser à ce niveau-là, c'est cette notion d'objectif. Parfois, on peut avoir une représentation du coaching qui est, eh bien, je vais être, au-delà d'être coaché, je vais être un petit peu conditionné pour
atteindre mon objectif? Alors déjà là, on n'est pas sur la bonne route. La base, c'est de pouvoir définir clairement un objectif et éviter de tomber dans les pièges des faux objectifs. Alors qu'est-ce que c'est un faux objectif? Eh bien, c'est un objectif qui, en fait, est une illusion, où on est dans une démarche qui est s'éloigner d'eux et non pas aller vers. Donc ça, c'est la première problématique qui peut se présenter en coaching. Arrêter de fumer n'est pas un objectif en soi, mais par contre, aller vers la santé, aller vers le fait d'avoir plus de souffle, de se sentir mieux dans sa peau, ça, c'est un vrai objectif. Moi qui travaille beaucoup avec les troubles alimentaires, perdre du poids, ce n'est absolument pas un objectif que je prends. Et encore moins, je veux perdre 5 kilos. Ça, je n'achète pas. Par contre, je veux me sentir mieux dans ma peau. Je veux arriver à reprendre le sport. Je veux arriver à avoir un bilan sanguin qui soit le reflet d'une bonne santé. Tout ça, ce sont des vrais objectifs. Donc le coaching, il va fonctionner à partir d'une bonne définition d'objectifs. Cette définition d'objectifs, elle va prendre en considération les systèmes d'appartenance à la personne, son système familial, son système professionnel, toutes les sphères de sa vie. La définition d'un objectif, elle va prendre en considération les valeurs de la personne. Et parfois, on peut se tromper et considérer un objectif comme en étant un, alors qu'en fait, c'est une représentation qu'on a d'atteindre un vrai objectif qui, lui, est en relation avec nos valeurs. Alors, pour que ça fonctionne, c'est hyper important en coaching de questionner les valeurs de la personne, questionner ce qui la mobilise vraiment. Et à partir de ça, on va réaliser que peut-être elle se dit je veux arriver à gagner X par mois ou je veux arriver à peser autant. Mais en fait, ça, ce n'est qu'un moyen d'atteindre un objectif qui a trait aux valeurs. Donc, la réponse, est-ce que le coaching, ça marche à tous les coups? Eh bien, si la technique est bonne, si on interroge correctement les objectifs, les valeurs de la personne, les systèmes de la personne, ces systèmes et toutes ces sphères de vie, eh bien là, oui, on se donne toutes les chances d'arriver à quelque chose qui soit satisfaisant pour la personne et en réalisant aussi qu'un coaching qui marche, ça peut être aussi un coaching qui redéfinit un objectif et qui aboutit à la conclusion que finalement, on a tout à fait autre chose à viser que ce qui anime la personne là dans sa première démarche. Merci beaucoup Marie-Pierre. Nous allons à présent écouter Sonia, qui a, je pense, beaucoup de choses à dire sur le sujet, qui trépigne d'impatience à côté de moi. Alors, est-ce que le coaching marche toujours? Non. Le coaching ne marche pas, je pense à deux choses en fait. Le coaching ne marche pas à partir du moment où j'ai face à moi une personne qui n'est pas motivée. Exemple, un ado qui vient pour faire plaisir à maman ou monsieur qui vient pour faire plaisir à madame. Du style, madame se plaint parce que je ne sais pas exprimer mes émotions. Mais monsieur n'a pas envie de changer. Donc là, s'il n'y a pas de motivation ou pas de motivation suffisante, c'est-à-dire j'ai beaucoup plus d'avantages à rester dans ma panade que de changer, le coaching ne marchera pas. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui me vient, c'est est-ce qu'on est vraiment face à une thématique de coaching? Donc, les gens ne connaissent pas la différence, le grand public ne sait pas la différence entre un coach, un thérapeute, voilà. Et chaque personne a sa spécificité. Et ce n'est pas au grand public de savoir, c'est aux professionnels de pouvoir mettre des limites dans des champs qui leur sont propres et des champs qui ne leur appartiennent pas. Et le coaching a ses limites d'intervention, et le coach aussi a ses limites. Il y a des choses que un coach ne sait pas traiter parce que ça fait écho à sa vie personnelle aussi. Donc ça, c'est aussi une grande limite du coaching. Le coaching n'est pas de la thérapie. Et donc, où sont les limites de mon cadre professionnel? Et c'est important que le professionnel se positionne par rapport à ça. Voilà.